Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui avec Simon Després pour parler de traçabilité et transparence dans les chaînes d'approvisionnement de poissons, des produits de la mer. Et l'idée notamment aujourd'hui, c'est d'évoquer quelques enjeux de ces filières-là avec donc Simon, qui est le directeur général de Queli, qui nous parlera de ce qu'un acteur innovant comme Queli fait dans ce domaine-là, et notamment avec des technologies comme la blockchain. D'avoir une vision, une ambition qu'on peut avoir autour de ces sujets de traçabilité, puis de partager avec vous aussi des retours d'expérience sur les premiers mois et les premières mises en œuvre, finalement, vers quoi on va, comment ça s'est passé, quels sont un peu les éléments à prendre en compte si on veut se lancer dans ce type de démarche. Voilà, moi je suis Joseph Hazard, je suis cofondateur et directeur général de Tilcal. Alors Tilcal, on est une plateforme qui permet à nos clients d'organiser justement la traçabilité et la transparence. J'en dirai un mot plus tard dans la présentation. Simon, est-ce que je peux te laisser te présenter et nous parler de Queli, de l'entreprise, des valeurs et des engagements? Ouais. Bonjour à tous, donc Simon Depré. Moi, j'ai co-créé Queli en 2010, donc associé à une famille qui est plutôt basée océan Indien, avec des activités assez diversifiées. Et... Allô? Ça marche plus. Allô, allô? Bon. Redémarrer, mais... Allô? Ouais. Hop, on reprend. Donc, Queli, nous, on a démarré en 2010, donc associé à une famille, comme je vous le disais, qui est très présente dans le milieu de la mer, avec deux activités principales qui sont une ferme de crevettes au Mozambique. Donc, on élève aujourd'hui une crevette Black Tiger dans le canal du Mozambique, et une activité de pêche, puisqu'on a un bateau qui pêche un poisson qui s'appelle la légine, que vous voyez là, qu'on connaît peu, mais qui est pêché dans les terres australes françaises. Et ce bateau est basé sur l'île de la Réunion, c'est le Mascarene 3. Queli, aujourd'hui, rapidement, nous, notre métier, c'est donc la production, la distribution et de dénicher des produits de la mer comme nous, qui sont beaux, bons et sains, et d'aller les présenter sur des marchés qui sont plutôt historiquement des marchés professionnels et très tournés vers l'export, puisqu'on fait aujourd'hui 80% de notre chiffre d'affaires en dehors du marché français. Écoute, merci. Pour plonger directement dans ces sujets de traçabilité, quand on interroge des directeurs de sourcing, des directeurs qualité, des gens de la supply, en fait, on tombe assez vite sur un constat, et qui n'est pas propre à l'agroalimentaire, aux filières de la mer d'ailleurs, hein, à tout un tas d'industries, qui est qu'il y a un déficit aujourd'hui de traçabilité dans les chaînes. Et l'origine de ce déficit, c'est l'absence finalement d'une vue bout en bout de ce qui se passe dans la chaîne. Donc, quand vous êtes un acteur, un industriel, une marque, vous prenez des engagements sur la qualité de vos produits, sur la RSE, sur le sourcing. Bah, finalement, si vous n'avez pas cette capacité à vous assurer que les choses se déroulent comme vous avez envie qu'elles se déroulent, bah, d'une certaine manière, ces engagements sont pris en aveugle. Et la difficulté aujourd'hui, c'est comment construire cette image un peu bout en bout, d'aller chercher de l'information en fait à différents endroits, et d'être capable finalement d'orchestrer tout ça pour s'assurer que voilà, ce qu'on raconte sur les produits, qu'il y a la confiance, qu'il y a la qualité, il y a le sourcing. Ça, c'est une vue un peu d'ensemble. Quand on décline ça sur les produits de la mer, je cite quelques chiffres juste pour poser le débat, mais encore au dernier World Economic Forum, où le danger, pour reprendre les mots du World Economic Forum, d'opacité des chaînes d'approvisionnement est vraiment une source d'inquiétude, bah, on voit que dans les filières de la mer, en fonction des pays, en fonction des produits, on est à 20, 30, 40% de ce qu'on appelle de l'erreur ou de la fraude à l'étiquette. Donc de ton point de vue, c'est quoi l'enjeu sur ces sujets-là pour ces produits de la mer? Ben, en fait, c'est intéressant parce que ça nous met en face d'une réalité. Alors, je vais parler que des produits de la mer parce que je connais moins les autres secteurs, mais c'est un univers qui est très particulier. Voilà. Aujourd'hui, dans les produits de la mer, il y a deux données que parfois, je pense, les gens ou les consommateurs oublient. C'est que, un, on a encore 50 à 60% de nos approvisionnements qui sont du sauvage. Donc ça, c'est aussi quelque chose où, voilà, dans les fruits et légumes, dans la viande, ça fait longtemps qu'on n'a plus de sauvage, qu'on est capable d'identifier. Donc, on a une problématique de sauvage. Qui dit sauvage dit un nombre très, très important d'acteurs. Voilà, vous avez en France, typiquement, vous avez 2000 pêcheurs artisanaux qui représentent 2000 entreprises différentes. Donc, on a un marché qui est complètement atomisé. Donc, des problématiques de traçabilité, clairement, parce qu'à un moment,
quand vous achetez des produits, la même espèce peut venir de plein d'origines différentes, de plein de techniques de pêche différentes, et à la fin, ça s'appelle toujours du cabillaud ou du merlan ou du merlu. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont complètement oublié. Et nous, notre conviction, c'est que cette traçabilité qui est une contrainte, parce qu'aujourd'hui en France, on fait de la traçabilité. Alors, parfois, on peut se tromper. Et aujourd'hui, quand on arrive à des chiffres aussi importants, je vais partir du principe que 50% des acteurs du marché ne sont pas des fraudeurs. C'est juste que c'est une réalité de ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est dans les produits de la pêche, c'est vrai, on ne va pas se mentir, parfois, il y a des produits qui arrivent, qui devaient arriver d'une origine qui n'est pas la bonne parce qu'il y a eu un changement, donc il faut changer l'étiquette, et le mec qui ne change pas l'étiquette, il a oublié de changer l'étiquette, et le produit il part. Et ça, aujourd'hui, on le voit bien au quotidien. Et la conclusion, c'est qu'on a un problème sur cette filière, on a une nécessité de réassurance, parce que le consommateur aujourd'hui, lui, ce qu'il comprend, c'est qu'une étiquette sur 2 est fausse. Donc le risque qu'on a tous, c'est qu'à un moment, le consommateur n'ait plus confiance dans les acteurs de la filière. Et nous, à notre petite échelle, on a très peur de ça. Parce qu'aujourd'hui, si à un moment, on n'est pas capable de transmettre cette information, d'assurer au client ce qu'il a devant lui et de lui garantir la qualité et la promesse produit, le risque qu'on prend un peu tous, c'est qu'il aille acheter autre chose. Très bien. Et du coup, pour répondre à cet enjeu, donc vous, Kweli, vous avez décidé de mettre en place en fait, des outils de traçabilité et de transparence. Peut-être que tu peux nous parler de ce projet et finalement de son ambition. Alors, oui, mais à la base, on ne l'a pas du tout fait pour ça. En fait, non, mais quand on démarre cette réflexion de transparence, parce que j'insiste, la différence pour moi, c'est que la traçabilité, c'est une contrainte. La transparence, c'est un choix. Voilà, c'est une décision de l'entreprise de mettre à disposition de ses clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers, ces informations. Alors, le risque qu'on prend, c'est évidemment, qui dit transparence dit dire tout. Alors, parfois des choses qu'on n'a soit pas envie de dire, soit des choses qu'on va considérer comme étant du secret et le fonds de commerce. Et c'est vrai qu'on pourra revenir dessus, mais quand on tire la ficelle de la transparence, c'est une vraie remise en cause à un moment de son métier, de se dire, moi, je suis un intermédiaire, est-ce qu'à un moment, je dois aller donner à mon client mon sourcing, c'est quoi le risque que je prends, machin, etc. Donc, nous, en réalité, quand on débute cette réflexion, on a un problème qui est beaucoup plus simple. On a un problème de com. C'est-à-dire que nous, chez Kweli, on fait des produits qu'on considère comme étant qualitatifs. On met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à monter des filières, à aller sourcer en direct auprès de producteurs, etc. Et puis à la fin, on se retrouve en face d'un marché qui a beaucoup de mal à intégrer tout ce travail et à le valoriser. Le premier avec qui on réfléchit, c'est notre ferme. Voilà, nous, aujourd'hui, on vient d'un métier qui est de la crevette. La crevette, c'est une commodité. 8 millions de tonnes de production, des origines de partout, des espèces de partout. Ça démarre à 2 € du kilo, ça finit à 100. Comment nous, en étant éleveurs d'une crevette Black Tiger, on arrive à aller expliquer aux clients qu'on a fait des choix industriels forts et différenciants et qui font à un moment, clairement, la qualité, mais aussi le prix du produit. Donc, on rentre par un problème marketing, nous. Donc c'est ça, vous êtes arrivé au début par le marketing avec une volonté de dire comment est-ce qu'on peut parler différemment de notre métier, se différencier des autres et finalement nous positionner. Quoi. Voilà, et c'est là où, en fait, en tirant cette ficelle d'un sujet très on a commencé à se poser la question de comment je vais parler au client, comment je vais aussi l'assurer que je ne suis pas que en train de faire du marketing, parce que par définition, faire du marketing, on n'a pas besoin ni de blockchain, ni de rien du tout. Hein. Aujourd'hui, vous mettez un QR code sur un produit, un petit site derrière, et vous avez raconté ce que vous voulez. Eh ben, on a commencé à tirer cette ficelle, et c'est là où, en fait, on s'est rendu compte qu'on était en train de toucher du doigt un sujet qui allait impacter l'ensemble du fonctionnement de Kweli. Et que si on se limite à cette petite note marketing, on perd en réalité le fond du sujet qui est la transparence, être clair, expliquer au client ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, et puis après, à lui de rejuger et de considérer si c'est pertinent pour lui, s'il le valorise ou pas. Alors, on reviendra après effectivement sur la mise en œuvre, mais tu dis que ça a un impact sur le fonctionnement de Kweli de manière plus profonde que ce qu'on attendait au début.
Est-ce que tu peux peut-être illustrer ça? Ben, en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à vouloir communiquer sur ces filières, on va se rendre compte que sa politique achat a un impact, que les fournisseurs doivent transmettre des informations qu'ils ne nous donnaient pas avant, que la façon dont on travaille, les lots de production peuvent être différents, que la façon dont on les commercialise, la façon dont on les market, la façon dont on les emballe. Et en réalité, rien qu'en disant « je veux être transparent sur un produit », ça nous a forcément mis en face de beaucoup de choses chez nous, d'incohérences aussi sur certains domaines. Je pense qu'il y a des choses qu'on faisait un peu par habitude. Et en réalité, c'est devenu pour nous ce sujet de transparence au cœur du système. C'est-à-dire que maintenant, on fait les projets, les sourcings et les filières en étant complètement câblés, en se disant OK, mais comment je vais amener cette information et cette décision jusqu'au bout de la chaîne auprès du consommateur final? Et au milieu, à quel moment ça ne va pas marcher? Parce que la façon dont j'ai prévu de le faire ne permettra pas de garantir au client final la transparence que je suis en train de lui promettre. Ouais, donc en fait, vous commencez à réfléchir dans les processus, finalement, les impacts que la mise en œuvre d'un projet de traçabilité, comme on l'évoquera dans une minute, a sur finalement le fonctionnement de l'entreprise, la qualité. En fait, ça devient, ça rentre vraiment dans tous les aspects en fait, de l'entreprise. Ouais, et c'est là où on a très vite remonté la thématique par le haut. C'est-à-dire que d'un sujet vraiment très business comme j'ai une marque un peu innovante, un peu différenciante. Comment je fais ça sur le marché? En réalité, on tire cette ficelle et on se rend compte de toutes les implications que ça a sur l'ensemble de notre écosystème. Voilà, nos fournisseurs, nos partenaires, nos clients, nos distributeurs, à l'export. Et on essaye d'un peu d'emmener tout le monde dans cette démarche et de complètement, je vous dis, positionner Quelli comme un acteur réellement hyper fort et hyper volontariste sur cette démarche. C'est compliqué d'emmener tout le monde? Ah, c'est dur. Ouais, c'est dur. Non, mais alors déjà, c'est dur parce qu'il faut le faire en interne. Et voilà, il faut changer des habitudes de travail, des façons. Et puis après, la finalité, l'objectif, c'est évidemment que tous nos partenaires viennent avec nous. Donc, on a pour moi ce rôle d'être capable à un moment de leur démontrer la pertinence pour leur business aussi d'avoir cette transparence. Et parce que, alors en l'occurrence, nous, les gens avec qui on travaille, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup d'autres business, on a tous quand même plutôt à cœur de faire des bons produits. Voilà. Et je ne parle pas que de faire des produits chers. Je veux dire, à un moment, dans l'agroalimentaire, il y a quand même beaucoup de volonté de faire des bons produits. Et après, on doit être capable d'expliquer aux consommateurs ce qu'il y a dans les produits. On doit être capable d'emmener les gens qui, avec nous aident à faire ces produits. Voilà, aujourd'hui, aller voir un pêcheur pour lui dire quand tu as fini ta journée, il faut que tu écrives noir sur blanc que tu as pêché tant de poissons pour Quelli, etc. Ouais, il n'a pas envie. Clairement, il n'a pas envie. Il a bossé. Lui, il décharge son produit sur la criée et puis il passe faire autre chose. Mais en réalité, c'est notre rôle d'aller lui montrer que c'est aussi un gage pour lui de respect de son travail, de qualité et d'être capable d'aller mettre en avant ce que lui fait auprès du consommateur. D'accord. Donc, du coup, on est vraiment sur une trajectoire que vous avez démarrée aujourd'hui. Peut-être qu'on peut dire un mot de ce qui est en place à date, sur quel produit, comment vous avez choisi, et puis finalement, c'est quoi la perspective, un petit peu, ou l'ambition? Alors nous, on a démarré de manière assez, j'allais dire simple, par les produits de chez nous. Donc on a commencé par notre ferme au Mozambique et notre bateau sur la Légine. Et rien que là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a démarré par dire au Mozambique, maintenant, chaque fois que vous allez pêcher, vous allez devoir mettre des informations dans cette blockchain. Vous allez devoir être transparent sur quand vous avez pêché, combien, quel kilo, la qualité des produits, etc. Enfin, tous les indicateurs qu'on peut décider de mettre dedans. Et tous ne sont pas communiqués et communicables. C'est-à-dire qu'on pourra en reparler, mais en fait, la dimension de la blockchain est en train aussi un peu à notre niveau de dépasser le simple traçabilité. C'est-à-dire que même nous, en interne, dans nos échanges avec la ferme, on est capable aujourd'hui de verrouiller des informations qui pourront nous servir soit à nous en tant que clients, soit à nos clients pour garantir à un moment la qualité, de leur dire oui, le lot que tu as reçu, il a été pêché
ce jour-là, passer à l'usine, etc., etc., etc. Donc ça, c'est ce avec quoi on a démarré. Et puis là, on est en train d'essayer de déployer au fur et à mesure auprès des armateurs et des transformateurs avec qui on travaille cette démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui veulent travailler avec Quali doivent évidemment fournir des produits qui respectent nos cahiers des charges, mais également mettre un certain nombre d'informations dans cette blockchain de manière autonome. Alors, tu parles de blockchain. Pourquoi vous avez fait le choix finalement d'aller vers une solution qui embarque ce type de technologie ? Je sais pas. Non, mais en vrai, c'est pareil. Blockchain, c'est un mot, je sais pas ce que ça veut dire en réalité. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous, on avait et on a toujours un besoin de réassurance. Voilà. Moi, ce que je mets derrière blockchain, c'est une forme de garant. C'est que on vient d'un monde un peu, j'allais dire, des labels. Voilà. Avant, c'était Bureau Veritas, le garant du cahier des charges. On voit bien qu'aujourd'hui, on est plus dans un système où chacun est responsable, met sa donnée. Et la blockchain permet pour moi uniquement de garantir l'intégrité de cette donnée. On ne peut pas la falsifier. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui ce que moi je mets derrière blockchain. Techniquement, on en reparlera. Aucune idée de comment ça fonctionne. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, j'ai mon fournisseur qui, lui, a écrit noir sur blanc, voilà ce que j'ai fait pour Quali. Et ça n'est pas moi qui ai dit, voilà ce qu'il a fait pour moi. Ce qui change complètement la démarche qu'on peut avoir. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de ce monde où chacun se passe un peu le relais et puis le dernier fait un peu la synthèse de tout et en gros décide de ce qu'il a envie de dire ou pas. Chacun des acteurs est garant de sa donnée, de son travail. Et nous, en réalité, on vient juste, en tant que marque, collecter cette information et puis évidemment la retranscrire pour le client final. Donc, si je reboucle avec ce qu'on disait sur la transparence au début, finalement, c'est l'outil qui permet d'aller reconstituer progressivement cette image un peu bout en bout, mais avec une spécificité qui est de responsabiliser les acteurs. Donc ça change aussi les choses. C'est ça la difficulté, c'est que si je suis le seul transparent dans ma chaîne de valeur, je ne vais pas servir à grand-chose. Donc, par définition, comme nous, on est plutôt... Alors, on n'est pas jusqu'à des distributeurs dont on pourra reparler. Nous, on est un peu avant. Voilà, on a un rôle de marque. Donc, on est quand même assez loin dans la chaîne de valeur. J'ai besoin d'amener et d'onboarder l'ensemble de nos partenaires. Sinon, ça reste une démarche marketing. C'est-à-dire que c'est Quali qui raconte ce qu'il a envie de raconter à son client. Et ça, depuis la nuit des temps, tous les gens font ça dans toutes les industries, de raconter que tout ce qu'ils font est magnifique. Mais c'est normal. Nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est à être complètement dans du factuel. Il y a des gens qui trouveront que ce qu'on fait n'est pas bien. Il y en a qui trouveront ça super. Ce n'est pas à nous de décider. Nous, on est là pour juste vous dire, voilà, c'est ça qu'on fait. On vous explique pourquoi, comment. Après, vous êtes grand pour savoir si ça vous correspond ou pas. D'accord. Tu as évoqué un point intéressant sur les labels. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les produits ont des labels, il y a des audits, il y a des cahiers des charges. Alors, c'est vrai qu'on se rend compte aussi, via les études, que souvent, la réalité opérationnelle ne colle pas complètement au label. En quoi tu penses, finalement, cette transparence peut changer la donne du point de vue du consommateur, en fait, vis-à-vis des labels ? Enfin, je ne suis pas un expert en label, mais le label, c'est un cahier des charges qui a été défini, et puis on coche ou on coche pas. Voilà. Alors, il y en a tous les jours, il y en a qui sont plus exigeants que d'autres. Tous les jours, il y en a qui sont décriés. Alors, donc, dans nos univers, il y a le bio, le MSC, le ASC. Alors, est-ce que c'est vraiment durable, pas durable ? Qu'est-ce qui est durable ? Enfin, le problème, c'est que le label est là pour essayer de simplifier auprès du consommateur un business qui ne l'est pas. Voilà, parce que je suis désolé, la pêche, c'est compliqué. Est-ce que un petit chalutier, ça a plus d'impact sur l'environnement qu'un gros ligneur ? Enfin bon, c'est des techniques de pêche. En réalité, personne n'en sait rien. Donc, on fait un raccourci. On dit chalut, mal, ligne, bien. Bon, pourquoi pas ? Mais moi, ce que je dis à un moment, c'est que c'est pas forcément ni à nous ni au label de décider. Nous, on explique un moment pourquoi on fait ce choix-là. Et moi, je suis convaincu que le nouveau consommateur, il a plutôt envie qu'on lui donne de l'info. Et on reprend un peu le lead sur l'information, parce qu'on a quand même aussi un petit problème de perte de ce lien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux, les applis, toute la journée, vous scannez des produits qui vous donnent des infos, des codes couleurs, des numéros, des notes, etc. Mais à la fin, le producteur en lui-même, il a complètement perdu son lien et sa capacité à aller
expliquer au consommateur ses choix. Parce qu'il y a toujours un mec qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc c'est pour ça que nous, quand on parle de transparence, c'est pas un jugement. Moi, je dis pas que je fais mieux que les autres. Je dis juste voilà ce que je fais. Et tu peux être serein avec nous parce que notre démarche via la blockchain fait que on raconte pas de conneries. Après, on peut pas être d'accord avec tout le monde, quoi. Il y a un sujet de reprise de parole qui a été confisqué effectivement par des tiers qui finalement s'expriment sur la manière dont des acteurs de la chaîne travaillent et ces acteurs-là n'ont pas la possibilité de le faire. En fait. Donc, ça permet aussi de mettre en avant ces acteurs-là. C'est là où quand on tire cette ficelle de la blockchain n'est qu'un moyen. C'est pas une finalité. On ne se réveille pas le matin pour être blockchain. C'est juste que ça permet d'offrir une solution et une approche auprès du client d'assurance. Et j'insiste vraiment sur ce mot d'assurance et de réassurance. Après, c'est un lien avec lui. Aujourd'hui, nous, on est capable aussi de faire une boucle inverse. C'est-à-dire que demain, un consommateur qui va scanner un produit et puis voir, ah bah j'ai compris, c'est ce bateau-là qui a pêché, c'est Jean-Michel du port qui a pêché le produit le mardi 12, qu'il a débarqué le 14 au matin, que ça a été surgelé le 14 à midi, etc. Et bien déjà, il se dit, ah bah, s'ils sont capables de me donner ce niveau d'info, ça nous met déjà dans un positionnement. Et ensuite, moi, mon rêve, c'est la boucle retour. C'est-à-dire qu'à un moment, le consommateur puisse dire « Merci Jean-Michel pour ce poisson ». Parce qu'en réalité, c'est ça qu'on cherche à créer, c'est refaire du lien. C'est pas plus que ça, en réalité. Ouais, donc c'est la technologie, mais en fait, il y a une recréation de liens humains aussi derrière, de compréhension, de reconnexion en fait, avec le terrain du point de vue du consommateur. Bah, si, je veux dire, on n'est pas une boîte de digital, quoi. Donc, nous, aujourd'hui, on est là pour vendre des produits. Donc, après, je suis convaincu que la façon dont on vend les produits évolue. Voilà, la blockchain, le packaging, je veux dire, tout ça doit évoluer et sortir un peu d'anciens schémas. Mais on est sur un moyen de parler à ce consommateur plus directement, sans avoir d'intermédiaire et d'artifice, et un consommateur qui est en France, mais un consommateur qui est en Chine, à Singapour, enfin... Nous, quand je vous dis qu'on fait 80% de notre business à l'export, c'est parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a des produits dans des rayons à Hong Kong qui sont scannés par des Hongkongais qui n'ont aucune idée de où c'est la Bretagne. Et on va leur donner cette info, on va leur donner cette réassurance de dire attendez, voilà, c'est pas un produit qui a été fait n'importe où, on va vous parler des gens qui sont derrière. Voilà, ça, c'est un pêcheur, ça, c'est un marailleur. Et aujourd'hui, nous, c'est ça qu'on cherche à mettre en avant auprès de nos clients. Et puis en plus, sur des marchés comme les marchés asiatiques ou chinois, c'est sûr que c'est des choses sur lesquelles ils sont très sensibles parce que les dysfonctionnements liés justement au manque de traçabilité, eux, ils les vivent à une magnitude encore plus importante. Et c'est un vrai stress. Après, je vais pas. Je suis pas sûr qu'en France, les consommateurs qui achètent se posent en permanence des millions de questions parce que on est quand même dans un système très verrouillé. Voilà, aujourd'hui, cette traçabilité franco-française, elle fonctionne, etc. Donc, évidemment qu'en France, ça peut rester une approche un peu marketing, mais ça prend tout son sens sur des marchés export, ça prend tout son sens sur du B2B, c'est-à-dire que ça, c'est aussi une des ficelles qu'on n'avait pas forcément vues, mais aujourd'hui, nous, on fait de l'export, ça veut dire des conteneurs qui s'en vont, ça veut dire à un moment des documents douaniers. Quelle heure, Ricard ? 10 minutes. Oh là là, attendez. Donc, ça veut dire aussi des documents, c'est-à-dire que cette blockchain, pour l'instant, on parle que d'éléments qui sont propres à Quali, c'est-à-dire de nos fournisseurs, etc. Mais moi, j'espère qu'un jour, tous les acteurs seront dedans. C'est-à-dire qu'à un moment, les vétos, quand ils vous feront un certificat sanitaire, au lieu de vous l'envoyer par mail, il sera mis dans la blockchain. Et il ne sera plus possible d'aller tripatouiller un certificat sanitaire. Demain, vous faites des analyses auprès d'un labo, il ne va pas vous envoyer un mail avec les résultats. Il va les mettre dans la blockchain. Et là, vous pouvez raconter tout ce que vous voudrez, mais si votre analyse, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Et c'est là où, quand on tire cette ficelle, on se rend compte qu'en réalité, le système, si on va au bout, prendra le pas sur tout ce qu'on peut imaginer comme label ou démarche, parce que ça sera un peu la vérité absolue, quoi. Ce sera l'incarnation en fait au quotidien finalement de ces labels et de ces cahiers des charges. C'est intéressant ce que tu dis sur les certifications et sur les analyses parce que à la fois ça permet d'avoir une vision directement fournie par le labo, mais en même temps quand on a besoin de les montrer dans le cadre d'un rappel, dans le cadre d'un souci, en fait on les a tout de suite et on ne court pas après les papiers, quoi. Donc il y a aussi ce côté-là
dans le côté B2B, dans le côté pilotage de la chaîne qui va prendre son sens. Oui, après, bon, là, on sort complètement de notre petite activité Quali, mais c'est vrai que je trouve que cette ficelle, quand on la tire, elle est pour moi pleine de promesses, et forcément, à un moment, c'est ça le sens de l'histoire. Après, bon, je ne sais pas comment l'histoire s'écrira, mais moi, ma conviction, c'est que aujourd'hui, à partir du moment où la techno existe et elle est accessible, parce que c'est quand même ça la réalité, même nous, une petite PME de l'agroalimentaire, on est blockchain, alors qu'il y a un truc où on avait l'impression qu'il n'y a que les boîtes du CAC 40 qui ont le droit d'être blockchain. À partir de ce moment-là, c'est là où en réalité, peut-être qu'on est un peu en avance sur les autres, mais ça va venir. Naturellement, ça viendra, et au fur et à mesure, évidemment, plus les gros acteurs vont s'y mettre, les gros fournisseurs et les gros acteurs de la distribution, parce qu'il y a un moment, il faut quand même toujours un peu nous contraindre, hein, on n'aime pas trop le changement, donc voilà, mais c'est vers ça que ça ira, forcément. Tu parlais d'entreprise de digital tout à l'heure, nous on en a une. Finalement, par rapport à vos ambitions, comment est-ce que vous avez fait le choix du partenaire technologique? Qu'est-ce qui était important pour vous, en fait? De faire hyper simple. C'est-à-dire qu'en réalité, moi, avant qu'on se rencontre, j'avais rencontré plutôt des players d'une partie de ce qu'on appelle la blockchain. Il y a ceux qui font la donnée, il y a ceux qui font l'appli, il y a ceux qui font les flux, etc. Et je reviens, nous, on est une petite boîte PME, on n'a pas de DSI, on n'a pas de machin, etc. Donc, moi, ce qui m'importait, c'était de dire, sur un sujet aussi compliqué, il faut trouver un partenaire qui va être avec la solution la plus simple, avec l'expertise, c'est-à-dire qu'on n'est pas que dans une forme de fourniture de services. Voilà, il y a un vrai rôle pour moi de conseil sur la mise en œuvre et d'être hyper pragmatique. C'est-à-dire que l'avantage quand même de ce digital, c'est qu'on peut aller vite, on a le droit au changement, parce que par définition, passer de la V1 à la V2, c'est pas très compliqué. On n'est pas en train de rechanger, je sais pas, une machine-outil ou un emballage. Voilà. Et donc d'être le plus vite possible confronté au client, avoir le plus vite possible des retours pour se dire est-ce qu'on y est qu'on n'y est pas, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui l'intéresse pas, et lancer une démarche. Voilà, pour moi, on est dans une démarche. C'est pas tous les jours on apprend, tous les jours on fait des conneries, tous les jours on essaie de changer, mais voilà. En tout cas, chez Quali, le coup il est parti. Alors, tu me donnes l'opportunité de dire un mot Tilcal, parce que ce que tu dis sur le côté on fait une V1, on fait une V2, on va assez vite, c'est aussi au cœur de ce qu'on a envie de proposer à nos clients. Donc pour dire un mot de ça, donc on a une plateforme effectivement qui proposons des outils pour organiser la traçabilité et la transparence. Ce que je mets derrière ça, c'est l'ensemble des outils qui vont permettre, quand on est dans une chaîne complexe, éclatée, d'aller chercher à différents endroits cette information de la manière la plus simple et flexible possible. Et dans ces aspects-là, on embarque effectivement cette technologie blockchain, mais qui est transparente pour tout le monde, hein. Donc, c'est le véhicule, mais c'est aussi l'assurance de la responsabilité. Et on récupère tout ça dans une plateforme où on vient mettre de l'analyse, reconstituer les morceaux, traduire ce que chacun a dit dans un langage commun et permettre en fait à l'acteur, à l'industriel, d'avoir une vue la plus bout en bout possible de ce qui se passe et d'interagir avec ces informations d'un point de vue interne, répondre à des questions de sourcing, à des questions de RSE, des questions de marketing. Donc, avoir à un endroit donné finalement ce socle de traçabilité qui sert à tout un tas de fonctions de l'entreprise. Et ça, c'est assez fondamental. Et dans l'approche, on est effectivement là-dedans de dire on résout la partie technologique autant que possible pour que ce soit le plus indolore possible pour tout le monde, pour qu'on puisse se concentrer sur le projet de filière et sur ce que tu évoquais, c'est-à-dire comment on va chercher les acteurs, comment on crée la dynamique et comment on fait en sorte que les premiers rentrent dans le système, comprennent qu'en fait, c'est intéressant pour tout le monde et puis aident à convaincre les autres. Donc ça c'est des aspects qui sont fondamentaux. Alors, il se trouve qu'on fait ça aujourd'hui dans un certain nombre d'industries. On le fait dans l'agroalimentaire, dans le textile, dans la cosmétique. On démarre assez curieusement aussi dans l'aéronautique, qui a des problèmes similaires à ce qu'on trouve dans toutes les filières. Bien évidemment, il y a des spécificités métiers. Mais le socle et la recherche de traçabilité, en fait, elle est vraiment commune à tous ces acteurs-là. Et c'est les choses qu'on restitue aussi dans nos expériences. On a pas mal parlé effectivement du projet. On peut peut-être montrer à quoi ça ressemble. Alors, c'est la partie, je dirais, visible de l'iceberg. Si tu veux en dire un mot. Alors, reviens juste. Ça, pourquoi je reviens juste là-dessus? C'est pas parce que on a des packaging qui sont magnifiques. C'est que non, mais c'est aussi pour vous expliquer que on s'est posé aussi plein de questions sur est-ce qu'on écrit blockchain, est-ce qu'on n'écrit pas blockchain, est-ce qu'on n'est pas trop dedans, etc. Mais
L'idée pour moi, c'est de dire que l'emballage redevient un vecteur de quelque chose. Et on sait qu'aujourd'hui, l'emballage, tous les jours, il y a trop de plastique, il y a trop de carton, il y a trop de tout dans l'emballage, etc. Mais indépendamment du problème pratique, parce que moi, je fais du surge, je n'ai pas le droit de vendre du vrac en surge. Donc bon, pour l'instant, l'emballage, c'est pour les autres. Mais c'est aussi de réutiliser l'emballage pour communiquer au client. Et cet emballage, donc, il permet de refaire un lien avec le client. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a besoin derrière de clients. Et quand je dis de clients, c'est d'intermédiaires. Nous, aujourd'hui, on travaille avec une enseigne qui est assez connue dans le monde du bio. Et on a besoin que ces gens-là nous fassent confiance. Parce que c'est aussi avec ces acteurs-là qu'on changera. C'est-à-dire, c'est pas Quelly avec son petit business qui va révolutionner. Mais je pense que l'idée, c'est que une fois qu'on commence, et c'est pareil, à mettre un peu les mains dedans, eh ben, évidemment, il faut que des acteurs de la distribution, des gros faiseurs, prennent aussi le dossier et que ça devienne, voilà, je ne sais pas si c'est simplement, mais que ça devienne une forme de promesse. Et pour en revenir sur ensuite, donc une fois qu'on a scanné ce QR code, donc on se retrouve sur cette appli, donc qui vous permet, voilà, de manière assez simple, pardon. Et c'est ça aussi pour revenir sur ce que disait Joseph, c'est que on n'a pas eu le choix du design. Parce qu'à chaque fois que je voulais changer un truc, Joseph, il me disait non. Donc, mais c'est bien parce qu'au final, on a réussi à sortir l'appli en 3 mois. Et c'est aussi tout le problème de ces projets, c'est que quand on rentre dedans, ça devient tellement sympa qu'on a envie de dire beaucoup trop de choses et que tout est beaucoup trop compliqué et que tout le monde a son avis sur tout. Donc voilà, oui, l'appli, elle est assez contrainte, mais elle fait le boulot et c'est ce qu'on attend d'elle pour l'instant. Après, on peut la faire évoluer, mais ça nous a permis de sortir cette V1 en 3 mois. Maintenant, évidemment, ce qui est compliqué, c'est la donnée. Mais ça veut dire que voilà, un client, nous, dans son magasin, il scanne, il obtient le port de débarque, la durée de vie du produit, il va avoir des infos sur le nom du bateau, parce que les intermédiaires avec qui on bosse sont maintenant obligés de nous transmettre. Alors vous allez me dire, on est déjà obligé théoriquement. Tout le monde doit donner le nom du bateau. Bon, tout le monde ne le fait pas, et surtout, on ne fait rien de cette donnée. Nous, là, on va voir les gars du Cap Lizard, on leur demande comment ils travaillent, on prend des photos, on met en avant leur savoir-faire. Ensuite, on est capable d'avoir le port de débarque, le marailleur, l'usine, etc., jusqu'au client final. Alors, tu dis, Joseph, il dit non. Je vais me permettre de, de réagir. Alors, ce n'est pas uniquement par rigidité. Ça rejoint ce que tu disais sur le digital et finalement cette approche un peu itérative. Notre expérience, c'est des sujets qui ne sont pas simples. On peut arriver en disant on a une solution qui fait tout, c'est magique, on va passer de j'ai de l'opacité dans ma supply à je sais tout. C'est pas vrai. Il faut résoudre un certain nombre de problèmes, mais fondamentalement, il faut créer la dynamique, il faut poser la fondation. Donc, ce qu'on fait dans tous nos projets, que ce soit en agroalimentaire ou dans d'autres secteurs, c'est s'assurer qu'on pose rapidement la fondation au début. Donc, poser une fondation au début, surtout quand on est dans un projet multi-acteurs, c'est-à-dire que c'est vous, mais vos partenaires, on ne peut pas partir sur des projets informatiques de 2 ans. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que tout le monde puisse toucher des choses du doigt très, très rapidement. Donc, on pose des contraintes à tout le monde sur les données, sur la structure. Et une fois que la fondation est là, on peut avancer, on peut progresser. Et en plus, ça permet de voir dans quelle direction on veut avancer, parce que c'est tellement vaste. On ne va pas tout précadrer, on ne va pas tout prévoir. Donc, faire, c'est cadrer. Qu'est-ce qui m'intéresse? Où est ma priorité? Où est-ce que, si je dois investir, où est-ce que j'investis? Et tant qu'on n'a pas mis ces choses en place et qu'on ne les a pas fait toucher du doigt par tous les partenaires, en fait, on parle un peu dans le vide. Donc, c'est pour ça qu'on a cette approche où on dit un peu non au début pour mieux dire oui après, si je peux me permettre. On verra. Je vois notre timekeeper qui fait des grands signes. Peut-être pour conclure et prendre quelques questions, pour des entreprises que ça intéresserait de démarrer ce type d'initiative, si tu devais donner quelques conseils ou quelques clés sur la base du retour d'expérience, sur peut-être comment ça se pilote, sur ce qu'il faut aller chercher. Non, mais enfin bon, ce que je disais un peu, c'est qu'en réalité, nous, le premier retour d'expérience, c'est prendre tout de suite la mesure du fait qu'on est sur un sujet qui, pour moi, ne peut être piloté que par le haut. Voilà. Si vraiment une entreprise souhaite rentrer dans cette démarche de transparence, c'est un sujet qui couvre tout le scope de l'entreprise. Voilà. Donc, il faut,
C'est pas du marketing, c'est pas du DSI, c'est pas du commerce, c'est pas de la prod. Tout le monde a son mot à dire là-dedans et forcément, ça vient d'en haut. Et puis après, moi, mais je suis un peu plus... la question, ça va être qu'est-ce qui se passe si vous n'y allez pas? Parce que une fois qu'on va commencer et qu'il y a des entreprises qui vont avoir cette démarche de transparence, la question qui va venir, c'est ceux qui ne sont pas transparents, qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Et c'est là où je dis qu'à un moment, soit on est dans une démarche volontariste, soit je pense qu'à terme, et je ne sais pas quand est le terme, mais ça deviendra une contrainte. Parce que les gens ne comprendront pas qu'il n'ait pas accès à cette information. Je veux dire, lui, il est capable de me dire le nom du bateau, l'âge du capitaine, et toi, tu n'es pas foutu d'avoir une étiquette où la zone FAO, c'est la bonne. Ça ne va pas le faire. Hein. Donc, c'est là où je dis qu'on est à un moment, alors pareil, peut-être à notre petite échelle, Quelly, en train de changer, mais c'est vers ça qu'on tend. Et nous, en France, on a moins de stress que d'autres pays, mais sur de l'export, sur des pays où il y a quand même quelques milliards d'habitants en dehors de la France, ce stress que eux ont sur les filières d'approvisionnement, les produits, qui a touché, etc., elle devient fondamentale. Merci. Et merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions ou des points d'éclaircissement que vous souhaitez avoir, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Merci. Je ne connais pas bien votre métier, Quelly. Moi, je fais du saumon fumé. C'est bon aussi. Ouais, c'est pas mal. Ma question, c'est, vous avez une marque, vous faites aussi des marques clients? Non. Ok. Parce que moi, j'ai cette difficulté-là aujourd'hui, je travaille en MDD, et donc des choses comme ça, je l'ai mis en place, mais la difficulté, c'est de le faire passer à mon client. Donc, vous n'avez pas cette réflexion-là? Non, mais c'est là où, oui, je pense que nous, on est un peu dans notre petite niche, etc., mais il faut, et je ne sais pas comment, parce que j'ai absolument pas les leviers, mais on est bien d'accord que ça doit être porté à un moment par des acteurs référents de nos marchés. Voilà, à un moment, la grande distrib, quand elle fait des MDD, peut-être, je ne sais pas comment, ou un jour, elle imposera cette blockchain à ses produits. Alors, peut-être que c'est aussi le premier qui pourra leur faire qui gagnera, mais c'est une démarche. Voilà, aujourd'hui, là, de toute la journée, il y a des gens qui ont parlé de transparence, d'assurance. Alors, est-ce qu'il nous faudra un énorme scandale alimentaire pour que tout le monde se réveille? J'espère pas, mais on voit bien, et c'est là où je pense que sur le marché français, les gens n'ont pas tant le stress que ça, c'est vrai, de ce qu'ils mangent, parce que on est quand même très serein dans le système, etc. Après, ça viendra peut-être de l'export, ça viendra peut-être d'autres choses. Puis il y aura, si je peux me permettre de compléter, aussi une dynamique inter-industrie. C'est-à-dire que là où l'agroalimentaire est parti finalement assez tôt sur ces sujets-là, il y a 5 ans, il y a une espèce de ralentissement, en toute honnêteté quand on regarde le marché. Mais en revanche, la cosmétique, le textile sont en train de remonter en flèche, notamment pour des raisons de devoirs de vigilance, d'affichage environnementaux, qui sont en train d'arriver en force. Et je pense que c'est les mouvements de balancier, parce que la réalité, c'est que dans ces produits de grande consommation, ces chaînes, elles se croisent. C'est-à-dire que je suis dans l'agroalimentaire, je ne vais pas parler du poisson, même si je pense qu'on peut recycler les coquillages et toute la partie huile pour en faire cuir de poisson. Le cuir de poisson. Mais dans la partie, par exemple, les filières viande, les bêtes plutôt haut de gamme, les cuirs finissent chez Hermès. Quand je fais de la cosmétique et je me source en patchouli, ça vient bien à un moment donné d'un producteur. Donc tout ça va se croiser et c'est en train, je dirais, de se structurer aussi, quoi. Déjà, merci pour la présentation, très intéressante. Et puis, un témoignage d'une PME qui met en place le blockchain, c'est assez rare. Ça commence à émerger, mais c'est très sympa de l'entendre. Et l'aspect transparence aussi. Moi, j'ai plus une question pour Tilcal, parce que du coup, s'il y a une tendance en fait des PME d'aller vers cette approche blockchain, forcément, les fournisseurs vont être confrontés à plusieurs acteurs de blockchain, parce qu'il y a plusieurs acteurs sur le système. Donc, est-ce qu'il y a des travaux de normalisation, d'échange avec les systèmes de blockchain? Sinon, en fait, on va vite tomber sur une contrainte forte pour les fournisseurs d'avoir plusieurs acteurs, et du coup, ils vont dire on laisse tomber, parce que du coup, chacun de nos clients, on a une blockchain différente.
Alors, c'est une excellente question. Je vais vous donner mon point de vue personnel sur le sujet. Oui, il y a des travaux en cours sur la normalisation, mais faire en sorte que des acteurs qui sont dans des réseaux, je vais les appeler comme ça, de traçabilité différents, alors ça peut être blockchain ou pas blockchain d'ailleurs, mais qui doivent s'échanger de l'information, oui, il faut des travaux de normalisation. Mais la réalité, c'est que la complexité, elle n'est pas là. Parce que des systèmes qui se parlent, que ce soit blockchain ou pas blockchain, en fait, on sait faire. On a été dans des travaux dans le cadre de l'Institut du commerce sur ce type de choses. Ce qu'on voit émerger de ça, c'est que le sujet, ce n'est pas un sujet de quel acteur j'ai choisi. C'est un peu comme dans la téléphonie. Si vous êtes chez Orange, vous ne prenez pas un abonnement chez SFR ou chez Bouygues pour parler aux autres, et inversement. Donc c'est au rôle de l'opérateur de traçabilité de faire en sorte que vous soyez interopérable avec les autres. Le point d'achoppement aujourd'hui, s'il y en a un, il est plutôt au niveau des business models des uns et des autres. C'est-à-dire que dans notre positionnement, nous, Tilcal, à notre échelle, c'est notre job de faire en sorte de vous interconnecter avec les autres, sans frais supplémentaires. Et il y a certains acteurs qui sont de tailles différentes, qui ont des business models différents. Donc le point d'achoppement, il est plutôt à ce niveau-là. Mais de toute façon, quand on se projette, à terme, il n'y aura pas un acteur mondial de la traçabilité. On voit bien, il va y avoir quelques grands opérateurs qui vont se structurer, aux US certainement, en Chine, en Europe, de manière que j'appelle de mes voeux, parce que sur le sujet de souveraineté de la donnée de traçabilité, ça va être un point fondamental, mais ça va être quelques acteurs qui vont se structurer et qui vont se parler. C'est une question de démarrer, en fait. Bonjour déjà. Si j'ai bien compris, vous êtes client de Tilcal. Oui. Utilisateur en fait, de la techno. Et, non, mais client, je paye. Hein. Vous êtes client. Non, mais je pose la question parce que... Et je dis non. Donc déjà, ça c'est bien, d'une part, de ce type de témoignage, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de clients et de prestataires réunis de cette façon-là. Et c'est, de notre point de vue, très exactement ce que le client recherche aujourd'hui, c'est créer du lien et non pas faire valoir chacun dans son coin la véracité des informations par la blockchain ou peu importe. Donc c'est bien ça, c'est parce que le client, qu'il soit distributeur, transformateur ou consommateur final ou producteur, il a besoin de travailler avec les autres. Et c'est, je crois, le point qui manquait jusqu'alors. Parce que tout le monde voulait dire sa vérité. Tirer vers lui. Et tirer vers lui, forcément, du coup, amène une suspicion vis-à-vis de celui qui va utiliser le système. Donc vous êtes de mon point de vue. Hein. Et je dis ça parce qu'on va créer là une plateforme globale de consommation, justement, qui vise à créer ces relations-là. Donc c'est pour ça, merci pour l'information et le témoignage. Et puis pour le poisson et le saumon fumé, on s'appliquera aussi à le faire savoir et vous aider à la commercialisation. Mais ça, c'est un message, on verra pour la suite. Mais je serais ravi d'échanger avec sur vos retours d'expérience là-dessus aussi. Je pense savoir de quelle entreprise vous êtes. Merci. Je m'arrête là. Bonjour. Bonjour. Donc oui, j'attendais. J'ai deux petites questions. C'est comment vérifier la véracité des informations qui sont mises dans votre blockchain? Parce que c'est du déclaratif de la part de vos fournisseurs. Est-ce qu'ils ont bien pêché ce jour-là? Comment vous vérifiez cette donnée, s'il vous plaît? On fait confiance. On fait confiance. Non, mais beaucoup ont fait confiance. Après, évidemment, on peut aller les voir une fois par an pour s'assurer que ce jour-là, ils ont bien fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Mais par définition, c'est tout l'enjeu de la démarche. C'est-à-dire que l'a priori, j'espère qu'il est le bon, c'est que chacun des acteurs est volontaire pour faire son métier. Et c'est là où, quand je parle de transparence, c'est que ceux qui n'ont rien à cacher, ils vont aller dans la blockchain et puis ils vont dire au contraire, mais attendez, moi, oui, c'est ça que j'ai fait. Et ceux pour qui c'est un peu plus compliqué, c'est là où va se créer un peu deux mondes à un moment. Et nous, évidemment, l'objectif, c'est de dire, le pêcheur, en vrai, il n'a pas beaucoup d'intérêt à aller mentir sur son activité. C'est l'accumulation, et pas forcément que des mensonges, parce que ça peut être des erreurs tout à fait...
C'est-à-dire, on est dans des business où parfois on peut se tromper. Et c'est là où c'est aussi une forme de contrôle des échanges. C'est-à-dire qu'à un moment, le pêcheur qui dit moi j'ai pêché le 14 et puis le marailleur qui dit moi j'ai reçu le 12, et là il y a un problème. Donc c'est aussi une forme de contrôle du système, indépendamment de prendre individuellement chacun des acteurs et de lui coller une puce GPS pour être sûr que. Mais après, on peut aller super loin, c'est-à-dire qu'on est aussi capable d'aller, je ne dis pas que c'est, mais on peut aller à un moment par la donnée, on parle que d'acteurs de la chaîne, mais on est quand même dans un monde de data. Nous, on est capable de savoir à la minute près où est situé un bateau, qu'est-ce qui s'est passé, il était dans quelle zone, c'est-à-dire qu'on peut, et je rejoins ce que disait Joseph, nous, en réalité, sur un filet de merlan, on pourrait vous dire dans quel endroit il était, c'était quoi la direction du vent, le machin, enfin, quand on tire un peu, ça devient assez hallucinant. Donc, c'est là où il faut faire le tri et puis choisir, mais c'est quand même un vrai moyen de digitaliser, et c'est pas un gros mot, une partie du business. Après, on vend des produits, quoi. Nous, peut-être, excuse-moi, juste pour élaborer là-dessus, parce que c'est un point qui est clé et qui est aussi différenciant dans la manière dont on utilise le système et notamment la blockchain. Notre point de vue, c'est que s'assurer que toutes les données qui rentrent dans la blockchain sont bonnes, en permanence, sur toutes les filières, dans des métiers de flux, c'est irréaliste. C'est pas possible. Donc il faut partir du principe qu'il y a des choses qui vont rentrer qui ne seront pas bonnes. Parfois juste par erreur, parfois par mauvaise intention. Donc la blockchain, on la met vraiment devant en fait, la captation pour créer la responsabilisation et la piste d'audit. Comme ça, quand il y a un problème, on sait où il est. Mais ce qu'on vient mettre derrière, c'est tout le traitement de l'information pour justement essayer de détecter les incohérences ou la cohérence ou noter, scorer en fait, les données qu'on reçoit pour dire voilà, le niveau de confiance là-dessus, il est très bon, il est 98%. Là, c'est un peu bizarre, ça ne correspond pas au comportement classique de cet acteur quand il envoie de la data, c'est plutôt 70 ou 60. Et on peut tirer plein de fils comme ça. Mais ça, c'est fondamental et c'est, de notre point de vue, le seul moyen de sécuriser à l'échelle en fait, des métiers comme la supply chain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'audit. L'audit est un point d'information supplémentaire dans la traçabilité et il est fondamental. Et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand vous détectez des dysfonctionnements, plutôt que faire des audits un peu en aveugle, là vous dites c'est plutôt à cet endroit-là qu'il faudrait aller regarder. Donc tout ça se complémente en fait. Et une dernière petite question, c'était, je pense que vous avez répondu partiellement, c'est comment embarquer en fait vos fournisseurs dans cette démarche. Donc ceux qui n'ont rien à cacher vont y aller volontairement. Et qu'en est-il de ceux qui sont moins volontaires, mais et que vous êtes, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais qui se retrouvent bloqués parce que c'est leur seul fournisseur unique et qui refusent d'y participer. Enfin, je ne sais pas si ça a été votre cas, j'espère que non, mais non, mais nous, l'objectif et l'approche, c'est par l'exemple. C'est-à-dire que évidemment, ce qui est compliqué, c'est d'aller onboarder des acteurs sur une démarche où vous allez parler à quelqu'un qui va juste voir du travail supplémentaire. Voilà. Dire, oh, purée, déjà, là, et l'autre, il me demande d'aller remplir des fichiers Excel de machin que je vais uploader. Non. Donc, pourquoi on a aussi pris le parti d'aller très vite sur mettre des produits sur le marché? Parce que c'est 100 fois plus simple d'aller voir un acteur en disant, regarde, là, les produits, ils sont dans X magasins. Tu veux en être ou pas? Après, oui, évidemment, s'il ne veut pas en être et que vous avez avec lui, faut recommencer à discuter. Mais en vrai, nous, on l'utilise vraiment. Et depuis qu'on a démarré un peu la commercialisation de ces produits, en réalité, c'est beaucoup plus simple. Parce que c'est tellement plus facile d'aller montrer physiquement aux gens ce que ça va impliquer et l'intérêt pour eux que ça peut avoir, que on prend déjà tous les early adopters, voilà, et puis on ira chercher les plus réticents après. Ça marche. Merci pour l'information. Alors, je crois qu'on est au bout du temps. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Peut-être le temps d'en prendre une petite dernière. Oui, madame. Bonjour. Bonjour. C'est une question qui est un petit peu dans la même veine que la vôtre et celle du monsieur là-bas. C'est sur la partie justement fournisseur. Je travaille pour une association qui regroupe les pêcheurs, les marailleurs, les conchyliculteurs, etc. On travaille avec les criers. On réfléchit à un système de traçabilité qui permettrait justement au consommateur final d'avoir des infos. Là, vous êtes plutôt en aval. Bon, vous avez aussi la chance d'avoir la partie prod avec la légine et la crevette, la
en bas, tu vois. Mais ça, c'est pratique parce que vous avez déjà la prod, donc ça, c'est plutôt facile. C'est plus facile. Après, la question, c'est là, comme vous disiez, il y a beaucoup de pêcheurs, etc. Est-ce que ça ne va pas à un moment leur faire plus de boulot? Et est-ce que vous avez un système, par exemple, pour aller récupérer les données des marailleurs? Les marailleurs, s'ils ont leurs ERP, vous pouvez récupérer la donnée, la réinjecter dans votre système pour que ça facilite le travail de tout le monde ou pas? Parce que s'il faut qu'après, comme vous disiez, ils se recollent sur un Excel, ils vont peut-être pas apprécier. Oui. Il y a vous, puis il y en aura d'autres aussi. Non, mais évidemment, c'est-à-dire que... Et c'est là où... Enfin, après, je laisserai... Mais il faut y aller étape par étape. C'est-à-dire que nous, on vient d'un univers où on a des marailleurs qui, aujourd'hui, saisissent des infos dans une page web. Voilà, on leur a fait un petit questionnaire, etc. Il y en a où on est sur de l'interfaçage. On a aussi, et on est quand même en France, c'est-à-dire qu'il y a quand même déjà, en réalité, beaucoup d'informations disponibles. Voilà, nous, la Criée de l'Orient, il y a des QR codes partout. Sauf qu'aujourd'hui, personne n'en fait grand-chose. Donc, l'idée, c'est de remonter la chaîne petit à petit. Je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de pêcheurs en France qui, quand il a fini sa journée, sort son smartphone et m'envoie une photo du poisson. Hein. Mais bien sûr. Oui. Ouais, bien sûr. Non, la plateforme permet ça tout à fait. Et l'idée, c'est... alors, il faut séparer l'initiative de fondation pour aller vite et poser quelque chose et avoir toutes les discussions qu'on évoquait tout à l'heure de ce qu'on peut faire de manière générale. Et l'idée, c'est d'essayer de coller le plus possible à la réalité opérationnelle des acteurs. Si les informations sont disponibles, on ne va pas mettre un système à côté pour le faire. C'est pas possible, en fait. Donc, on ne fait pas ça. Il y a les outils pour digitaliser, pour simplifier, pour aller chercher de l'information de manière automatique. Absolument. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Simon. Merci. D'avoir accordé un peu de temps. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou à venir nous voir sur le stand Tilcal tout à l'heure. Merci, bon après-midi. Merci.